On commence directement, les frérots, on n'a pas le temps sans transition. Christophe Galtier, le coach français, effectivement, qui a rejoint le LOSC il y a maintenant 2 ans et demi en remplacement de Marcelo Bielsa et qui, depuis son arrivée, a remis le LOSC au sommet du football français. Il a fini deuxième il y a 2 ans, 4 ans, quatrième, pardon, l'année dernière. Et cette année, le LOSC est leader du championnat après 14 journées devant le Paris Saint-Germain, devant Lyon, devant Marseille. Question simple, les gars. Quelle place vous donnez à Christophe Galtier dans le succès que connaît le club nordiste depuis maintenant 2 ans et demi? Thibaudot. Une grosse place. Faut pas oublier de dire que quand il est arrivé à Lille, Lille était 18e et allait gentiment glisser vers la relégation, qu'il a déjà réussi donc dès sa première saison avec Lille à les maintenir en Ligue 1 et finir 17e du championnat. Comme tu l'as dit, la saison d'après, il fait de 17e, il passe jusqu'à 2e du championnat. Déjà, gros tour de force de lui, de ses joueurs. Je lui donne une grosse part dans cette réussite sur les 2 dernières années. Je vais pas cramer toutes mes cartouches, mais notamment par le fait qu'il ait eu une grosse rotation de joueurs et que ça continue à avoir des performances assez impressionnantes. Et on a parlé que de la Ligue 1, mais il faut pas oublier que en Europa League, c'est très sérieux. Ils ont fini deuxième derrière le Milan AC. Ils méritaient amplement de finir premier du groupe, mais ils sont un peu foirés sur la dernière journée. Donc, gros boulot de monsieur Christophe Galtier. Alex? Ouais, pour moi, j'aurais tendance à dire que c'est la place numéro 1 dans le retour au premier plan du LOSC. Parce qu'évidemment, comme tu l'as dit, très très bien dit Thibaudot. Tu vois, ça, je l'avais un peu oublié pour le coup. C'est vrai qu'il est venu et il a repris le LOSC au plus bas. Même, on parlait déjà de descente pour eux. Je me souviens que c'était pas acté, mais vraiment, les spécialistes donnaient pas cher de leur peau. Donc, il est venu, il a redressé le club. L'an dernier, bon, ça dépendait. Là, je vais pas non plus griller trop mes cartouches, mais ça dépendait beaucoup d'Osimhen. Là, il a dit son mot, il avait son mot à dire pour le recrutement. Donc là aussi, on y reviendra. La cellule recrutement a fait un gros boulot cet été pour bâtir une équipe solide qui représente fièrement le coq français en Coupe d'Europe. Donc vraiment une place centrale pour Galtier de par son tempérament, de par sa capacité d'adaptation à tout. Et on y reviendra très vite. Tout à fait. Juste 2 secondes, les gars, je reviens tout de suite. 2 secondes. Vas-y. Ouais, ça joue sérieux ce soir. Ce soir, c'est non, je grille pas les cartouches. C'est ça, non. Bouge pas, gros, j'arrive. Comme ça, en fait, au montage, on se fait pas baiser, tu sais. Je vous coupe pas, en fait, entre temps, et je me dis merde. Donc là, il n'y a pas à raccorder, il n'y a rien. On reprend directement, les gars. J'avais effectivement un impératif. Oui, par rapport à ce que vous venez de dire effectivement sur Christophe Galtier, qu'est-ce que vous retenez de lui dans le jeu? Parce que c'est vrai que moi, quand je vois Christophe Galtier, notamment avec ce LOSC, moi, je vois un 4-4-2. Je vois un jeu très offensif, ce qui est assez rare en Ligue 1, où généralement les entraîneurs jouent pour, grosso modo, ne pas perdre, au mieux se départager les points du match nul et après aller prendre une bière. Lui, Galtier, clairement, lorsqu'il joue, t'as l'impression qu'il attaque avec 7 joueurs. Moi, les seuls joueurs défensifs à vocation défensive que je vois dans cet effectif, c'est Benjamin André, Fonté et Botman, le défenseur néerlandais qu'ils ont signé de l'Ajax. Oui, Botman, tout à fait. Mais sinon, même les latéraux, que ce soit Bradarić d'un côté qu'Alex connaît certainement très bien et Celik à droite, c'est très offensif. Que pensez-vous justement de cette animation offensive du LOSC et de Galtier qui est assez propre au LOSC finalement? Vas-y, je t'en prie. Okay. Je te laisse t'exprimer en premier là-dessus. Moi, ce que j'aime bien, c'est le jeu en transition. Donc l'alternance de jeu court, jeu long. Je trouve que c'est pas la quintessence non plus, faut pas abuser, mais en tout cas en France, c'est ce qui se fait de mieux, quoi. On n'a plus vu ça depuis un moment. On sait que Galtier, il aime bien jouer avec la possession du ballon, etc. Mais avec Lille, j'ai l'impression qu'il peut tout faire. Tu vois, c'est ça, quand il joue contre le Milan, il peut s'adapter. Quand il joue contre Dijon, il s'adapte. Encore une fois, comme tu l'as dit aussi Goums, avec les entraîneurs qui se retrouvent après le match pour prendre une bière, lui, il s'en fout, quoi. Lui, il s'en fout, il veut vraiment tout faire pour gagner, donc plutôt bien joué. Encore une fois, c'est ça, ce que j'aime bien, c'est le dépassement de fonction. C'est que tu peux voir un latéral au milieu de terrain, tu peux voir un mec comme Yilmaz, 35 ans quand même, 35 ans, faire des appels, jouer dans la profondeur, coller à la ligne de touche aussi, tu vois, alors que c'est loin d'être son rôle. Donc vraiment, c'est ça qui est impressionnant. Et j'ai pas souvenir de voir ça dans un autre club de Ligue 1. Je te redonne la parole, Thibaudot, mais c'est vrai qu'on a même l'impression que le groupe progresse
L'année dernière, ils ont fini 8e ou 9e, je crois, attaque de Ligue 1. Cette année, c'est la deuxième animation offensive de France, derrière le Paris Saint-Germain. Ils ont inscrit 26 buts en 14 matchs contre 35 en 28 l'année dernière. Donc imaginez un peu le ratio, la progression, et il y a à peu près 6 à 7 buteurs différents cette année. Ce qui montre la défense aussi. Ouais, la défense. Bah, regarde, ce week-end, Lille s'est imposé contre Bordeaux. Il y a eu un but de José Fonte sur corner. Tu as l'impression que dans cette équipe, tout le monde est une menace, tout le monde peut marquer. Thibaudot. Non, grosse similitude sur Alex au niveau de l'adaptation. L'adaptation par rapport à l'adversaire, l'adaptation par rapport aux joueurs qu'il a sous la main. On sait donc notamment qu'ils ont dû essuyer le départ de Osimhen sur ce mercato. Ils ont remplacé ce joueur-là par Burak Yilmaz en effet et Jonathan David. C'était pas gagné d'avance parce que c'est que retrouver une alchimie. Donc tu peux te dire que on aurait pu penser que ça aurait mis plus de temps avant que Lille soit une équipe sérieuse. En fait, non, aucun problème, ça roule. C'est dès le début du championnat, en Ligue Europa, aucun problème, c'est déjà huilé, alors que ouais, il y aurait combien d'autres entraîneurs ou équipes qui auraient mis un temps fou avant de retrouver un bon rythme. Donc ouais, adaptation de Christophe Galtier, c'est assez impressionnant. Et pareil, par rapport aux adversaires, tu as l'impression, comme tu dis Alex, qu'il peut tout faire. Il peut être dominé, mais savoir gagner le match quand même. Ils savent poser la balle quand il faut face aux petits clubs de Ligue 1 qui, eux, apprécient moins avoir la balle. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Lille joue en moyenne avec 54% de possession de balle. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est de mettre Renato Sanchez dans un 4-4-2 à côté de Benjamin André. Quand tu connais les qualités de Renato Sanchez, notamment ce côté un peu frivole, ce côté un peu je joue partout, je cours partout, j'ai cette intensité de la première à la 90e. C'est quand même un risque généralement. La plupart des coachs ne mettraient jamais Renato Sanchez dans un milieu à deux, mais lui l'a mis à côté de Benjamin André. C'est dire quand même la prise de risque aussi qui est prise chez cet entraîneur-là, quand d'autres effectivement auraient mis par exemple Renato Sanchez dans un milieu à 3 pour justement couvrir certains errements, tactiques notamment. Ouais, il a jamais eu peur de faire confiance aux jeunes. Je pense notamment à son passage à Saint-Etienne. c'est à lui quand même que Aubameyang s'est révélé. Kurt Zouma, pareil, c'est à Christophe Galtier qu'on le doit. Fawzi Goulam aussi. Fawzi Goulam. Donc, il y a quand même des très très bons joueurs qui sont sortis de Galtier, et notamment quand ils étaient jeunes. C'est un mec qui n'hésite pas à faire confiance aux jeunes. Quand tu vois Renato Sanchez, les qualités physiques qu'il a, sur le plan physique, tu peux lui laisser tranquillement le mettre avec un seul autre mec au milieu de terrain. C'est pas gênant. Après, c'est plus au niveau tactique. Est-ce que tu as peur que le mec soit un peu trop brouillon et qu'il se perde? En sélection portugaise, avec Fernando Santos, il jouerait jamais à deux dans un 4-4-2 avec William Carvalho, Danilo Pereira. Jamais jamais je pense que le sélectionneur ne mettrait Renato Sanchez dans ces dispositions-là. Répondons à la question qui est posée. Est-ce que pour vous, c'est un bon manager ou un fin tacticien? Je vous pose la question parce que quand j'observe le parcours en fait de Christophe Galtier, je me rends compte que c'est un entraîneur qui a toujours eu l'opportunité ou la chance de jouer avec des joueurs qui étaient sur le point d'exploser. À Saint-Etienne, certes, il réalise de gros résultats, il remporte la Coupe de la Ligue en 2013, il finit une fois 4e, 2 fois 5e, ok, il a quand même une génération qui est quand même assez, pas dorée, mais qui est quand même très intéressante, notamment du centre de formation, tu l'évoquais tout à l'heure, Thibaudot, il y a Kurt Zouma, Fawzi Goulam, ne pas oublier aussi Joshua Guilavogui, qui est aujourd'hui à Wolfsburg, il y a aussi des joueurs comme Aubameyang, Max-Alain Gradel, qui se sont révélés effectivement à Saint-Etienne. Et Molo. Merci, ouais. Molo. Non, mais je l'aime bien. Aussi je voulais te soutenir. Mais pareil à Lille. À Lille, sa première année, il finit 17e. Puis après, il y a ce recrutement effectivement qui est fait pendant l'intersaison 2018-2019 où on fait venir comme par hasard Fonté, Ikoné et Celik, qui sont aujourd'hui 3 cadres majeurs de cet effectif. Donc, est-ce que finalement Galtier n'est pas ce coach qui excelle lorsqu'il est en conduite accompagnée? Parce que si tu veux, il y a des coachs qui sont spécialistes de ces moments justement, qui sont spécialistes de la remontée, de faire beaucoup avec peu, comme les Furlan, comme René Girard. Mais est-ce que Galtier n'est pas ce coach en conduite accompagnée? Ma question. Pas du tout. Pas du tout. Je me permets d'y aller en premier sur celle-là. Tu parles des arrivées, c'est très très bien. Il y en a eu beaucoup parce que Lille a fait beaucoup bouger son roster. Je vais parler vite fait des départs. Je vais évoquer les noms majeurs uniquement. Kevin Malcuit, Thiago Mendes, Raphaël Leao, Nicolas Pepe, Osimhen, Gabriel, El Ghazi, Loïc Rémy. D'accord, je te repose une question alors, mais remplacé par qui? Remplacé par des bons joueurs, certes,
Mais il ne faut pas oublier que c'est un effectif qui, d'une année à l'autre, n'est pas constant. Et quand tu vois qu'il y a une constante dans les résultats, je pense que c'est à mettre au crédit de l'entraîneur. Parce que c'est pas facile de passer d'un format de jeu où tu joues en 4-2-3-1 avec Nicolas Pepe sur le côté, Jonathan Bamba de l'autre, etc. Il connaît. Et là, en gros, tu joues en 4-4-2 parce que ça y est, tu vois que tu as les joueurs pour. Donc, il s'adapte réellement à ses joueurs, je pense. Il s'adapte réellement à l'adversaire aussi. Et cette constance dans les résultats, je pense que c'est vraiment à mettre à son gré à lui, mais il a quand même un effectif de qualité parce que tu peux pas être deuxième de Ligue 1 sans avoir un effectif de qualité. Bien évidemment, mais ma question, elle est celle-là. Est-ce que c'est un meilleur manager ou un meilleur tacticien? Est-ce que c'est le mec, justement, qui sait parler à des joueurs, comme le dit effectivement Supercov ici, qui sait parler à des joueurs qui sont en plein doute? Aubameyang, lorsqu'il arrive à Saint-Etienne, il est en plein doute, il est passé par le Milan, le LOSC. Regarde Renato Sanchez, il a connu des difficultés à s'imposer au Bayern, à Swansea, il arrive au LOSC et il s'impose. Est-ce que c'est pas ce coach qui sait mieux parler justement aux joueurs que être l'expert tacticien? Alex? Déjà, je voudrais saluer mon ami Supercov qui fait son passage sur le chat parce que je le connais bien, voire très bien. Donc, ok. je lui passe le coucou là. Hein, il se reconnaîtra. Voilà, le petit Serbe là. Non, écoute. Ouais, c'était quoi la question, la toute dernière là? Parce qu'il y en a eu beaucoup, hein, pour le coup. Non, il y en a eu beaucoup. Ouais. Non, mais en fait, ma question, c'est est-ce que toi, tu considères Christophe Galtier comme un bon manager ou un fin tacticien? Si tu devais choisir, tu prendrais quoi? C'est les deux, hein, pour moi. C'est les deux. Bah, déjà, c'est un très très bon manager. Tu sais, on a eu plein de témoignages de joueurs qui disaient, mais ils participaient avec nous, avec les ateliers qu'on faisait, tu sais, pour souder le groupe. Ils jouaient aux cartes avec nous. Ils faisaient des jeux ludiques. Donc, pas tout le monde fait ça. Tu sais, d'habitude, les entraîneurs restent avec le reste du staff. Donc, il y a une sorte de limite, de barrière. Lui, il est très. J'ai lu aussi qu'il était très taquin et ça se voit en conférence de presse. Et ça se voit aussi. Tu vois, en fait, il n'a pas cette langue de bois habituelle. Il dit ce qu'il pense, tu vois. Il dit ce qu'il pense vraiment et ça se ressent, je trouve, dans le vestiaire. C'est pour ça aussi que les joueurs sont capables de donner le meilleur d'eux-mêmes parce qu'ils savent qu'en retour, tu vois, ils vont pas avoir un mec qui va tirer la gueule et qui va leur reprocher un manque d'implication. Non, tu vois, c'est donnant-donnant en fait. Donc non, déjà, ça c'est pour l'aspect management. Pour moi, ensuite, tacticien, bah, ça j'ai déjà donné une ébauche tout à l'heure. Pour moi, c'est clairement, tu vois, le fait de... donc, déjà sur le plan mental, ces joueurs se dépassent, mais ils se dépassent aussi tactiquement. Parce que tu as des mecs, comme tu l'as dit, tu as Fonte, Botman et André qui sont défensifs. Les autres, c'est majoritairement offensif. Mais Botman et Fonte, c'est des mecs qui, tu vois, qui ont des qualités quand même assez hors normes. Enfin, Botman, moi, il m'impressionne. Je le connaissais pas du tout avant qu'il arrive l'été dernier. Tu le prends un contre un, il est très difficile à bouger. Et pourtant, c'est un colosse. Tu vois, donc tu peux... Alors qu'il y a des espaces dans leur dos, etc. Et pourtant, quelle défense, quoi. Donc, donc, si pour vous, justement, c'est un aussi bon manager qu'un bon tacticien, où vous le classez parmi les entraîneurs français? Juste avant pour appuyer sur ce que vient de dire Alex, donc j'ai évoqué la rotation de joueurs. Je suis du même avis. Je pense que c'est vraiment, il se rejoint en tant que bon tacticien et bon manager. Je pense qu'il excelle dans les deux et c'est pour ça qu'on parle de lui. Pas que nous, hein, j'entends tous les médias à l'heure actuelle parlent vraiment de lui parce qu'ils sont premiers du championnat, mais pas que. Je citerai juste vite fait Benjamin André et un entraîneur gardien qu'il a eu. Deux petites citations. Benjamin André, je commence. Donc, on lui pose une question dans un journal. On lui demande qu'est-ce qui vous a marqué chez Christophe Galtier. Le mec répond l'analyse des adversaires, l'analyse de comment on doit ressortir le ballon, on va aller chercher ou non, de comment le système tactique. C'est surtout tactiquement que j'ai beaucoup appris depuis que je suis à Lille. Ça fera plaisir à, comment il s'appelle l'entraîneur de Rennes, j'ai plus son blaze. Julien Stéphan. Ça fera plaisir à Julien Stéphan. Donc ça, c'est pour le côté tacticien. Et pour le côté management humain, c'est un entraîneur des gardiens. C'est quelqu'un de bienveillant. Quand j'ai eu des problèmes ou quand j'en ai, je peux lui parler. Même si c'est quelqu'un qui ne connaît pas forcément, il va l'écouter, le conseiller, l'aider. Christophe aime profondément les gens. Tu vois. Ouais, bien sûr. Mais moi, en fait, ma question, les gars, c'est que j'ai l'impression que c'est toujours plus facile d'être un bon tacticien quand tu as un très bon effectif. En tout cas,
relatif au championnat français. Parce que oui, l'effectif de Lille, il est doublé à tous les postes et c'est l'un des meilleurs effectifs de France. Après. Je vais prendre le cas de Nagelsmann. Nagelsmann, lors du premier tour de la Champions League, il n'est pas favori dans la poule du Paris Saint-Germain de Manchester. Et pourtant, tactiquement, on en a parlé la semaine dernière, je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo, parce qu'il a utilisé des milieux de terrain, il leur a fait faire du dépassement de fonction, #Forsberg, #Nkunku. On a vu une équipe de Leipzig qui avait une animation offensive très intéressante. Moi, j'ai envie de voir Christophe Galtier avec un effectif avec pas forcément la même qualité et voir ce qu'il pourrait faire justement tactiquement et ne pas se mettre ce coach qui est bon avec de bons effectifs, comme c'était le cas à Saint-Etienne ou à Lille. Ma question, voilà. Non, mais tu vois, moi je pense que déjà tu le mettrais au PSG, ce serait Champagne, et tu le mettrais à Dijon, ce serait mieux qu'actuellement. Ou même à Nîmes, parce que là, les Nîmois, ils en ont marre d'Arpinon, etc. Mais bon, après, ils sont pas épargnés par les blessures non plus, mais tu mets Galtier là-bas, moi, je suis persuadé qu'il s'en sort déjà mieux, tu vois. Alors, tu le mets à Bordeaux, voilà. Tu le mets à Bordeaux avec des joueurs qui correspondent pas forcément à ce 4-4-2, ce 4-2-3-1 qu'il a pu connaître à Saint-Etienne ou à Lille. Est-ce que tu penses que, au-delà du bon manager qu'il représente, tactiquement, tu verras une patte, Alex? Ça peut être compliqué, effectivement, parce que Bordeaux, c'est un peu une équipe sans queue ni tête, en fait, sans véritable même tueur devant, tu vois. T'as des Depréville, t'as Briand en fin de carrière qui plante un pion de temps en temps, t'as Kalou qui est tout le temps blessé, qui est un joueur pas inintéressant, mais qui est tout le temps blessé, donc voilà. T'as Adli qui est pas discipliné, alors qu'il a beaucoup de talent. C'est vrai que ça peut être compliqué, mais encore une fois, si tu le ramènes, lui, il va venir avec des idées mercato. Tu vois, alors certes, ils n'auront pas la cellule recrutement de Lille, ni le budget, mais il peut te chercher des bonnes pioches. Moi, je suis sûr que Galtier, tu vois, ça doit être un friand de football manager. Il doit avoir des parties ouvertes partout dans le monde. Il doit avoir ses joueurs, tu vois. Mais même pas lui. En fait, moi, c'est pour ça que je vous pose cette question-là. C'est pas que je dénigrais son travail. Loin de là. J'adore l'homme. Je trouve que c'est rare de voir des entraîneurs qui ont des valeurs comme les siennes. Ils n'hésitent pas à tacler ses joueurs lorsqu'il faut les tacler. On se souvient du frère de Kipembe qui avait insulté. Alors c'est pas un de ses joueurs, hein, mais le frère de Kipembe qui avait insulté Tourelle. Je cite, de fils de pute. Je crois que c'est ça quand Haaland l'avait brutalisé lors du match aller de huitième de finale et Christophe Galtier avait pris la parole et avait demandé à ce que le frère de Kipembe s'excuse, ou pareil, le match qu'il avait rendu aux victimes de l'attentat de Nice reposait en paix. Donc voilà, c'est quelqu'un qui sait aussi sortir de son cadre. D'ailleurs, c'est marrant parce que tu mets en parallèle l'hommage de Galtier à l'hommage de Vieira, qui était l'entraîneur de Nice. Rien à dire. C'est le jour et la nuit. Enfin, d'accord. Je veux dire, ça te donne toute la dimension du personnage, quoi. Ouais, tout à fait. Moi, ça m'avait marqué parce que bon, le mec, il est coach de Lille. Il n'a pas forcément intérêt à aborder ce genre de sujet. Donc, c'est un homme, et il y a d'ailleurs un très bon article sur lui dans France Football, justement, qui parle de son côté humain. Il est extrêmement apprécié. Mais c'est vrai que je me suis un peu éloigné. J'ai envie de voir ce qu'il vaut avec un effectif, parce que là, à Lille, il est dans un cadre idéal. Il a le propriétaire Gérard Lopez qui a les dents longues comme c'est pas permis, qui a 3 clubs, un club en Belgique, un club au Portugal, qui a des ambitions plein la tête. Il a certainement le meilleur recruteur au monde en la personne de Carlos Campos, que serait Christophe Galtier, comme je te l'ai dit, à Bordeaux, avec Longuepée et Alain Roche. Mais à Bordeaux, la question elle est vraiment piège, parce que cite-moi un entraîneur où tu le mets à Bordeaux et tu as une certitude que ça rend bien. Très peu de gens, tu vois, et vraiment quasiment personne. Bordeaux, comme l'a dit Alex, c'est un effectif sans queue ni tête. Tu n'as même pas de véritable numéro 9 à l'heure actuelle. C'est le vrai problème de cette équipe. Mais pour revenir au-delà de ça, là, on en parle à Lyon, à Marseille, je crois. Tu vois, c'est quand même des équipes assez sérieuses en Ligue 1. Je pense qu'il a travaillé pour avoir justement l'opportunité de coacher des équipes comme Lille à l'heure actuelle. Tu vois, je dis pas que tu l'as pas dit, mais non, j'ai pas dit ça, non. J'aimerais bien le voir dans une équipe plus petite. Je pense que, honnêtement, on a de la chance de l'avoir en Ligue 1. Oui, bien sûr. Et on a la chance de le voir justement coacher une équipe qui a de la marge de manœuvre, que ça soit pour le mercato ou qui ait de la valeur marchande dans les joueurs, tu vois. Donc c'est agréable de le voir coacher. Et quand on disait Rudy Garcia la saison dernière, Rudy Garcia, il a un effectif, il est beaucoup plus compétitif que Lille à l'heure actuelle, selon moi, tu vois. Mais ce que je veux dire, Frérot, c'est que justement, je redonne après la parole à Alex, je crois qu'il va intervenir. Tu parles de Rudy Garcia. Justement, je voulais comparer les deux. Parce que Rudy Garcia, on a tendance aussi à dire que c'est quelqu'un qui est un excellent manager, qui a du charisme, qui sait parler aux joueurs. Rudy Garcia, lorsqu'il est à Lille en 2011, il a un sale effectif.
avec son 4-3-3, avec Eden Hazard, avec Tullio De Melo, avec Gervinho, avec au milieu de terrain, Cabaye, Balmont, Mavouba. C'est une équipe qui est Géchard. Et donc, quand Rudy Garcia fait le doublé championnat coupe, on dit Rudy Garcia, c'est un mec qui aime le jeu, il va à l'AS Rome, pareil, il fait du jeu. Et puis il arrive à Marseille et à Lyon, et là il devient pragmatique. Et là on dit c'est un conservateur. Je me souviens de ce que tu avais dit, toi Thibaudot, que Howard devait quitter Lyon parce que grosso modo Garcia était conservateur. Donc est-ce que finalement Galtier n'est pas ce type de coach, pardon. Alex. Moi, je voulais déjà revenir sur ce qui avait été dit avant, tu vois, tu évoquais les noms de Lyon, Marseille, bah, comme il est Marseille justement. Et qu'est-ce que ça donnerait à l'OM avec cet effectif-là, tu vois? Est-ce que lui, il sublimerait des joueurs qui, notamment sur le plan offensif, sont pour certains pas du tout en condition, quoi. Enfin, très bonne question. Alors là, ils s'en sortent encore une fois au classement. C'est un peu comme l'année dernière, tu vois. Est-ce que ça va prendre le même chemin? Je sais pas. Mais dans le jeu, c'est vraiment par 1 ou 2 matchs, c'est très compliqué, quoi. Donc moi, pour le coup, un vrai défi, ce serait Marseille. Oui, mais tout à fait. Pour moi, c'est un coach à la base. Ma deuxième question alors, par rapport à Garcia, est-ce que pour toi, c'est le même type de coach, un peu à la française finalement, qu'on retrouve notamment chez Deschamps, des coachs qui savent motiver et qui, par la motivation, arrivent à transcender leurs joueurs, mais après, dès que tu les sors du cadre justement un peu managérial, tactico-tactique, c'est un peu léger, quoi. Je pense qu'il y a une grosse part média, ça va être très bref. Oui. C'est une grosse part média, parce que tu vois, quand on voit un mec comme ça, on dit il est Marseillais, il a du caractère, il s'emporte, notamment en interview d'après-match, quand il pète des plombs, etc. Je pense que c'est les médias qui l'ont rendu ce côté vraiment humain et le fait qu'on apporte autant d'importance en fait en dehors du terrain, tu vois, chez ce coach-là. Je pense que ça fait qu'on pense que ce mec tactiquement n'est pas au point, tout simplement, parce que on parle trop de lui en dehors du match en fait, après le match, avant le match, mais pas pendant le match. Sulfureux, hein. Il était sulfureux, c'est un peu joueur. Il était capitaine de Toulouse, il a été suspendu pendant 6 mois. Hein. Ouais, mais voilà, tu vois, ça l'homme, mais on doit venir dans son côté coach, tu vois. Alors, en fait, moi, j'ai envie de voir plus. Parce que quand tu as Campos et un propriétaire qui est prêt à investir, tu es dans le meilleur cadre. Tu es dans le cadre idéal. Tu as des coachs qui n'ont pas cette chance-là et qui n'ont pas forcément cette reconnaissance-là. Donc, j'ai envie de voir, justement, comme l'a dit Alex, un projet Marseille. Parce que Marseille, c'est une patate chaude. Ça veut dire quoi plus? Ça veut dire quoi quand tu dis j'ai envie de voir plus? Là, il est à Lille actuellement. J'ai envie de voir Galtier dans une équipe où justement les joueurs, comme a dit Alex, ne sont pas. Il y a la pression, c'est ça. Il y a la pression. Parce qu'à Lille, il est dans un cocon. Alors même s'il y a des tensions en ce moment entre Campos et Marc Inglack, qui est le directeur général du club, à Marseille, c'est une patate chaude. Il y a une pression de la part des supporters. Que tu sois Marseillais ou pas, la direction n'est pas forcément cohérente. Elle marche un peu sur la tête. Les joueurs ne sont pas de très très bonne qualité, mine de rien. Donc j'ai envie de voir ce que peut faire Galtier dans un environnement où ça pète. T'es chaud? Ok. Bah alors là où ça pète. Parce qu'à Lille, il fait froid. S'il est bien là où il est à Marseille, ça je comprends pas. Non, c'est pas ça. C'est que pour moi, c'est pour ça que je le mets pas dans les bons tactiques. Pour moi, je pense que parler de lui comme un bon tacticien, c'est trop prématuré en fait. Parce qu'il est dans un cadre idéal. Et je pense qu'un autre coach aurait pu faire la même chose. Pas forcément beaucoup, mais certains coachs auraient pu faire la même chose que lui, voire mieux. Tu vois. Voire mieux. Parce que moi, un effectif comme celui de Lille, et là je vais redonner la parole à Alex, pour moi, Lille à terme, ils peuvent aller très loin en Europa League. C'est une équipe telle qu'elle est constituée aujourd'hui. Il n'y a pas forcément des grandes stars, mais il y a la profondeur de banc. Il y a des joueurs qui connaissent les grands rendez-vous, tant en club qu'en sélection. Et ça doit aller chercher minimum quart ou demi-finale en Europa League. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Alex? Bon, après, pas d'excuse. Enfin, dans le sens où je remettrais déjà en perspective la Ligue 1, tu vois. La Ligue 1 a toujours des problèmes pour aller très loin en Coupe d'Europe. Il y a eu les exceptions Marseille, Lyon sur une saison. Il y a le PSG de l'autre côté qu'on ne peut pas mettre dans la même catégorie. Donc, après, je te trouve un peu dur là-dessus. Mais est-ce que Lille peut aller très loin en Coupe d'Europe? Pour moi, oui, très clairement. Et là, les grands à part Yilmaz, qui est le plus expérimenté du groupe, qui connaît les gros rendez-vous à Lille, les gros Renato Sanchez, Chélix, c'est des joueurs qui jouent des matchs internationaux. Non, mais après, là où tu as raison, c'est gros rendez-vous. Le profil, tu vois. Pour moi, une équipe qui peut aller loin. Elle a le profil. Elle a le profil, bien sûr. Il y a quelques années, le Celta Vigo était allé en demi ou en quart, non? En Europa League. En tout cas, par là, tu vois. United, ils étaient allés jusqu'à affronter United. Et c'était pas une équipe incroyable. Hein. Tu vois, il y avait des John Guidetti. Donc voilà, il y avait pas mal de joueurs très moyens. Donc si Celta Vigo le fait, Lille peut largement le faire. Et je pense que, tu vois, déjà, ils ont montré de quel bois ils se chauffent. Parce que personne ne s'attendait à une victoire à San Siro.
Et justement, c'est là où je suis pas d'accord avec toi, Gooms, c'est que Oui, qu'est-ce que dis-moi. tu veux de plus que ça en fait? Déjà, tu De vois, quoi? Ouais. À Lille, la qu'est-ce que victoire tu à veux Milan, plus? 3-0. Quelle équipe française, même le PSG, aurait pas pu faire ça cette année, pour moi, hein, honnêtement. Honnêtement. C'est-à-dire le match était maîtrisé de la première à la dernière seconde. Milan pouvait rien faire. Ils étaient comme bloqués, tu vois, on les a, puis Mais Thibaudot, on est lui qui va d'accord, peut-être Alex. te dire, mais On est totalement d'accord, Alex. C'est pour ça que tu vois, je te dis qu'une équipe comme celle de Lille ne peut pas s'arrêter à un premier tour d'Europa League. Doit être qualifié. Je vais baisser parce qu'effectivement, il a envoyé un pavé, notre ami. Mais il y a pas de problème. j'ai pas vu la fin. Putain. Ah, t'as pas vu la fin? Bah écoute, je te la remets gentiment. Ok. Mais voilà, pour moi, effectivement, Galtier, avec l'effectif qu'il a, quand il a un propriétaire comme Gérard Lopez, un recruteur comme Campos, qui parvient à lui donner Osimhen, puis derrière à mettre Yilmaz, puis derrière à lui donner Renato Sanchez Ouais. et d'autres joueurs de qualité, je suis désolé, il doit faire ce qu'il fait là. Et c'est pas un exploit pour moi. Pour moi, c'est pas un exploit. Déçu. Non, pour l'instant, j'attends de voir plus. Et voir plus, c'est notamment titiller le Paris Saint-Germain cette année. Parce que le Paris Saint-Germain est très vulnérable et très faible. Ils vont le faire. Enfin, à mon avis, ils vont le faire. On va voir ce qu'ils font On va effectivement. voir, mais ils vont le faire. Après, Et ça après, dépend des effectivement, blessures, en bien Europa sûr, mais League, ils ont en, Euro- l'effectif. en Europa League aujourd'hui, ils jouent l'Ajax. L'effectif de Lille est meilleur que celui de l'Ajax. Il y a peut-être des joueurs qui sont meilleurs individuellement, mais ne venez pas me dire que l'Ajax est meilleur que Lille sur le plan Jamais de la d'effectif. vie. Jamais de la Oui, vie. parce Donc, que voilà. depuis tout à l'heure, j'ai l'impression, Poto, que tu as été déçu, qu'il y a quelque Non, chose non, 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 que non, non, non. tu aurais dû accomplir. Non, non. Mais Ouais, actuellement, enfin, selon toi, il y a ouais, Lille est meilleur que l'Ajax. Bon, ouais, sur le papier, j'ai quand même des doutes, tu vois. En défense, peut-être. En défense, peut-être. Notamment l'axe Botman-Font, c'est du très, très solide. Mais bon, Maignan est bon aussi. Mais franchement, t'as du Onana. En attaque, t'as Tadic. Tadic, franchement, déjà, tu mets Tadic, ça fait toute l'attaque de Lille. Honnêtement, hein. Je te le dis honnêtement, pour moi, ça fait toute l'attaque de Lille. C'est un mec qui a mis une dérouillée au Real, pas lui tout seul. Oui, Et, oui, Alex, je suis d'accord. C'est un bon joueur, Tadic. c'est Mais moi, pas j'ai vu mal de cette année. joueurs très talentueux. Tu as du Anthony, tu as David Neres quand il n'est pas blessé, il est au taquet. Bon, certes, tu as du Huntelaar, voilà, et en face, tu as Yilmaz qui est c'est quand même autre chose que Huntelaar, mais Tu déterres les morts, là. Tu déterres les morts quand tu parles ouais, d'Huntelaar. bah, il va prendre sa retraite en fin de saison d'ailleurs, mais bon. Voilà. Non, mais en fait, quand on parle de l'Ajax, on a souvent tendance à nous rappeler ce qu'ils ont fait il y a 2 ans, tu vois. Mais quand tu regardes là ce qu'ils ont fait là, il y a contre l'Atalanta, tu parles de Tadic, j'ai eu l'occasion de voir quelques matchs avec l'Ajax, j'ai vu ce qu'il a fait lors des éliminatoires, enfin, lors du barrage contre l'Écosse. Alors peut-être tu peux me dire qu'il est mal utilisé, mais quand tu vois l'effectif de l'Ajax, c'est ouais, un autre monde. c'est un autre débat. Mais quand on voit l'effectif de l'Ajax et celui de Lille, je veux pas entendre petit pousset, non. Non, pas L'effectif petit de Lille, pousset, mais il est là, il est là. Mais l'Ajax reste favori quand même. Tu vois, c'est une équipe qui sort de la Ligue des Champions. Bon, qui était à ça de se qualifier aussi. Hein. Contre l'Atalanta, ça ne joue à pas grand-chose. Alors certes, ils ne font pas le nécessaire au dernier match. Franchement, très décevant leur dernier match. Mais pour revenir sur Lille, tu vois, je trouve qu'on ne parle pas assez de la saison dernière aussi. Tu vois, on lui fait un peu des faux procès là-dessus, je trouve. On lui dit, dans le sens, tu vois, l'an dernier, c'est vrai que c'était un peu stéréotypé comme jeu. Tu balançais des longs ballons, tu avais Osimhen qui avait une grande réussite face au but, qui frappait les pénaux aussi. Donc voilà, mais tu n'avais pas une grande variété. Ça n'a rien à voir avec cette saison. Et l'an dernier, quand même, tu vois, il arrive à placer l'équipe en zone européenne. C'est pas dégueu. Et puis, mine de rien, en Ligue des Champions, alors certes, ils finissent dernier, ils finissent très très loin, mais ils perdent pas largement leur match. Non, hein. je suis d'accord. Thibaudot? Non, d'accord avec Alex. La Ligue des Champions, c'était un des groupes les plus homogènes qu'il y a eu l'année dernière. Ils tombent sur Valence, Séville, Valence, Ajax, Séville, un des Séville, Valence, Ajax. ouais. Tout à fait, ouais. Homogène de ouf, ils perdent pas beaucoup, c'était accroché. C'était dommage de les voir prendre une rousse comme ça, mais non, franchement, ce qui me marque avec Galtier, ça me fait chier de le répéter, mais le mec arrive à se renouveler à chaque fois avec des joueurs nouveaux, donc pour moi, c'est vraiment côté tactique, c'est indéniable que c'est une force. Lille ne permettrait pas, on va dire, de garder un entraîneur, sachant comment il marche financièrement. C'est-à-dire que chaque été, on revend plus-value et on rachète à moindre coût. Et tu peux pas faire ça sans faire ça. Après, quand vous regardez tactiquement, même parlant, tu regardes que sur chaque ligne, c'est à peu près le même profil de joueur qu'ils recherchent. Un vieux, un jeune.
un vétéran. Oui, non mais oui, ça oui, Et ça, oui. ça c'est pas Galtier, ça c'est Campos aussi. C'est pour ça que je vous donnais quelle place vous lui donnez dans la réussite justement des nordistes depuis Non, 2 mais ans et après, demi. c'est Galtier aussi, ça. Je veux dire, ça a toujours été le mix expérience jeune, hein. Non? Si, quand même, hein. Ah, Moi, je trouve que peut-être preuve à l'appui, mais j'ai pas peut-être à Saint-Étienne, mais en tout cas là, ouais, bah Saint-Étienne, t'avais des François Clerc, des Loïc Perrin, oui, t'avais ouais, Jérémy des mecs Clément, qui étaient ouais, pas loin d'être trentenaires. T'avais Aubameyang qui avait 23-24 ans à peu près, je crois. ouais, Kurt Zouma, il avait dans les 19-20, il me semble, à peu près. ouais, Donc, t'avais tout. Ruffier, il avait du 26-27. tout à fait. Non, mais Donc, je voulais c'est du évoquer en mix, fait tu vois. les tandems par ligne en fait, parce qu'en attaque, Ouais, les ok, attaques, ok, David ok, avec, bon, d'accord. je suis d'accord avec toi, mais les tandems par ligne, parce que là, tu vois, t'as Ouais. Renato Santos Et avec tu vois, André, juste le dernier truc, quand tu prends un mec comme Jonathan David, qui ouais, marque pas beaucoup, on lui reproche pas mal ça, mais qu'est-ce qu'il travaille pour l'équipe? Donc bien tu sûr. te dis, lui et d'autres joueurs, quelle marge de progression ils ont? On sait pas, tu vois. Même Renato Sanchez, tout le milieu, bon là il est blessé, mais tout le milieu tourne autour de lui. Mais Le justement, gars, c'est enfin le joueur qu'on attend depuis 2016. Donc, c'est ça en fait, et je pense que c'est pas une question. Pour moi, c'est pas tactiquement que ces mecs-là, c'est pas par la tactique que Galtier les a fait progresser, mais par la patience et par la parole peut-être, par la crédibilité qu'il a eu à leurs yeux. Tu regardes un mec comme Bamba l'année dernière, Bamba il est l'ombre de lui-même, il fait un but, une passe D. Là, cette saison, il a 5 buts, 6 passes D. C'est clairement l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 et clairement, il postule potentiellement une sélection d'équipe de France. Luis Arrojo, l'année dernière, il est à 19 matchs 19 matchs titulaires et 21 sur le banc. Cette année, il a quasiment joué tous ses matchs en tant que titulaire. Et comme tu le dis, c'est voilà aussi un joueur qui apporte énormément offensivement, mais qui défend aussi. Donc tu sens que les mecs veulent mouiller le maillot les uns pour les autres. Et il y a clairement un discours du coach qui pèse au-delà même de toute considération tactique. C'est tout ce que je veux dire. Mais après, bien évidemment, c'est pour moi l'un des meilleurs coachs de Ligue 1. C'est l'un des meilleurs coachs français. Et je suis très, très ravi de l'avoir dans le championnat parce qu'il incarne beaucoup de choses. J'entends Benjamin André dire que tactiquement, c'est un coach qui l'a fait progresser. Il Que dirait c'est pas le là où il contraire. a Il dirait pas le contraire. ouais, mais c'est des mecs qui parlent pas beaucoup, tu vois. Et Oui, quand c'est ils vrai. parlent, Ouais. moi je pense qu'il faut les écouter, tu vois. Non, mais après, c'est le. Encore une fois, comprenez ce que je veux dire, les gars. Ouais, Comprenez non, bien mais ce que je veux dire. je Je suis ne dis d'accord pas avec ce que tu as dit dernièrement. je ne dis pas que Galtier n'est pas un tacticien. Qui suis-je pour le dire? Qui serais-je pour le lui dire? Non, personne. C'est pas mon métier. C'est lui le tacticien, pas moi. Mais de là à dire qu'il est meilleur tacticien que meilleur manager, je suis pas sûr. C'est tout ce que je veux dire en fait. Non, mais en gros, Moi, c'est mon les argument. deux, tu vois. Ouais, pour Ouais. moi, après, C'est c'est voilà. des deux, c'est ça qui est beau aussi. Pour vous, c'est les deux. Ouais. On va passer Ah oui, juste une dernière question, les gars. Est-ce que vous voyez un autre club qui pourrait coacher? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait coacher un peu plus haut? On se souvient de Claude Puel qui est allé coacher Leicester, de Rudy Garcia qui allait chercher l'AS Rome. Est-ce que vous voyez Galtier s'exporter à l'étranger ou taper plus haut? Toi, tu as évoqué Marseille, notamment Alex. Est-ce que tu vois s'exporter à l'étranger? Première Ligue. Première Ligue, ça serait intéressant, tu vois, parce qu'en plus, va y avoir les nouvelles réglementations là, donc ils auront moins d'étrangers. Moi, je trouve que ça serait intéressant de le voir justement dans une équipe un peu plus anglaise, peut-être. Qu'est-ce qu'il ferait, tu vois? Qu'est-ce qu'il fera avec des Anglais? Parce que là, ce qu'il arrive à faire avec une équipe française, avec quelques joueurs étrangers, mais il y a quand même pas mal de francophones et de lusophones aussi. Qu'est-ce qu'il fera en Angleterre? Ce serait intéressant, ça. Ouais. Déjà, il y a aussi un élément essentiel. Quand tu Quel t'exportes. Borussia? Je pense que oui, bonne question, ouais. Bonne question, effectivement. Supercop, tu vois quel Borussia, le Mönchengladbach ou le Dortmund? On répond à ta question. Mais quand tu t'exportes à l'étranger, il y a aussi la barrière de la langue. Je ne sais pas s'il parle anglais, je ne sais pas s'il parle allemand, mais effectivement, vu sa capacité justement à. Après, il a différents joueurs, hein, il a beaucoup de joueurs lusophones, donc j'imagine qu'il peut. Mais quand tu vois que c'est des coachs qui sont très proches de leurs joueurs, qui aiment vivre des moments avec leurs joueurs, souvent, quand ils ne parlent pas la langue, c'est compliqué. Tu vois. Et on sait que parfois ça a pu poser problème pour certains, mais c'est vrai qu'en Angleterre ce serait intéressant. Un jeu très offensif, un jeu où il y a beaucoup d'espace. Qu'est-ce qu'il ferait? Thibaudot, est-ce que tu le vois toi dans un club de plus haut standing que Lille, en France ou à l'étranger? Je ne vois pas changer de championnat. Je le vois bien rester en Ligue 1 parce que justement pour ce que tu évoquais, je pense que la barrière de la langue, faire passer des émotions comme il peut le faire avec ses joueurs, faire passer une vraie relation de confiance, je pense que c'est un bourbier pour lui. Donc rester en Ligue 1 et continuer à tutoyer les sommets en Ligue 1. Ouais. C'est pour moi ce qui doit. D'accord. Toujours ou maintenant? Genre pendant 10 ans, tu vois. Pendant toute sa carrière d'entraîneur, rester en Ligue 1, ouais.
D'accord, ok. Intéressant. Donc, en gros, les gars, à terme, est-ce que vous le voyez soulever une coupe, soulever un trophée avec Lille, notamment le championnat finalement? Champion de France avec Lille cette année. Ok, Oula. c'est signé. Il les a posés. C'est comme avec Cicero, il les pose. Ok. Il en a comme des planètes. Bam, il les secoue. Non, Tu c'est pour m'étonnes, faire tu chier les Parisiens. Non, mais après, franchement, je vais pas te dire que je suis convaincu à 100%, mais je pense vraiment qu'ils vont les faire chier jusqu'au bout. S'il n'y a pas de blessure. S'il n'y a pas de blessure, parce que ça, tu contrôles pas, quoi. Ouais, bien sûr. En tout cas, il a des joueurs de qualité. Il faut voir après comment il gère aussi l'Europa League. Ouais, c'est sûr. Après, C'est ça sûr. reste des. C'est vrai. Voilà, s'ils vont très très loin en Europa League, Quel choix il va faire finalement? Après, il a l'effectif pour. Tu vois, il a l'effectif pour justement plus ou moins jouer sur les deux compétitions. Mais comme tu dis, quel choix il va faire? Parce que l'histoire aussi. Au final, c'est simple. S'il passe l'Ajax, il sait ce qu'il doit faire. Ah, clairement. Ouais. Si tu passes l'Ajax, faut essayer d'aller jusqu'au bout. Tout à fait. Et poto, juste un truc là pour finir là-dessus. On parlait Bien de sûr. Rennes dans une précédente émission. Rennes, niveau effectif, je pense qu'il n'y a rien à envier du côté de Lille, tu vois. Et quand tu regardes les résultats. Oh, ouais, non, je suis pas d'accord. Je suis pas trop d'accord là. Parce que la dernière fois, tu me disais que Rennes n'avait aucune excuse par rapport à leur recrutement, au groupe dans lequel ils étaient tombés en Ligue des Champions, que c'était un pur échec. Oui, de ne c'est pas indécent lors du match aller. Oui, ça, oui, je confirme. C'est indécent lors du match aller contre Krasnodar qui n'avait pas tous ses joueurs de faire un partout avec la manière avec laquelle ils ont joué. Ouais, c'était indécent. Ouais, ils avaient tous leurs titulaires, ils avaient quasiment tout. Il y avait tout le monde. Kamavinga était encore là, il y avait tout le monde et ils font un partout contre Krasnodar qui était amputé de plusieurs joueurs et majeur. Après, je laisse parler effectivement Alex parce qu'il connaît mieux Krasnodar que moi. Mais je suis désolé, quand tu as un effectif comme celui-là. C'est ça. Après, tu vois, moi c'est ce que j'ai. Ouais, pardon, excuse-moi. Vas-y, Alex, excuse-moi, vas-y, frérot. Non, mais c'est juste que, comme je l'avais déjà dit la dernière fois ou il y a 2 semaines, pour moi, Krasnodar sur le papier, c'est quand même un tout petit peu mieux, notamment techniquement, que Rennes. C'est pour ça. Tu vois. Et puis aussi au niveau du gardien, là. Il y a du costaud. Hein. Safonov, tout le monde va se l'arracher là dans quelques semaines. Je me l'ai dit, ouais. Salut Teddy, on est très content. Très intéressant comme position, en effet. Ouais, comme tu l'as dit, Alex, mais écoute, on prendra rendez-vous. Les affiches en plus d'Europa League ont l'air beaucoup plus intéressantes que celles de Champions. L'Europa League cette année va être très très intéressante à regarder. Il y a vraiment de belles magnifiques là. Et des joueurs qui vont exploser, c'est sûr. En tout cas, on va la regarder de très très près avec Tib, avec Alex, avec toute l'équipe dès 2021. Teddy, très content de t'avoir parmi nous.